Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents à cet atelier. Donc on va commencer. Il est 31. Donc du coup, merci d'être présent du coup pour un atelier d'une heure qui va porter principalement sur les travaux de l'ADEME en termes d'outils sur l'agrivoltaïsme. Donc du coup, je suis accompagné de Céline Mel, coordinatrice du pôle photovoltaïque à l'ADEME, de Marion Trébou, qui est référente agriculture à l'Agence régionale de l'énergie et du climat Occitanie, et donc moi-même, Adrien Vassilievski, je suis chargé de mission transition énergétique à l'ADEME. Donc très rapidement, notre rôle à l'ADEME, au-delà de nos missions principales d'énergie renouvelable thermique et d'économie circulaire, c'est sur la filière agrivoltaïque de développer une expertise sur la thématique à travers la production de connaissances techniques, agronomiques, notamment à travers l'accompagnement, le financement de premiers projets pilotes de R&D et de premiers démonstrateurs, et également la réalisation, le financement d'études, notamment agronomiques, qui ont permis de pouvoir présenter des premiers résultats. Et le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est les nouveaux outils qui permettent de pouvoir outiller les parties prenantes. Donc il faut savoir que l'ADEME a travaillé sur une action d'ampleur depuis maintenant un peu plus de 2 ans, afin d'approfondir les connaissances sur ce secteur et accompagner les territoires dans l'analyse des projets. Donc pour les personnes qui étaient là à la table ronde précédente en salle Gaïa, donc on a déjà eu pas mal de propos préliminaires sur le sujet, mais cet atelier a principalement pour but de rentrer dans le détail des travaux que nous avons pu mener. Donc il y aura 3 phases. La première, ça va être la phase de recensement, l'état des lieux du photovoltaïque sur terrain agricole, et notamment en Occitanie. Le deuxième, ce sera la méthode d'évaluation. Et le troisième, ce sera sur le fameux panorama qui vous a déjà été un peu présenté. Et on s'attachera aussi à vous présenter notamment le réseau des générateurs qui a pour but de pouvoir accompagner les collectivités à l'échelon communal pour le développement de projets harmonieux sur les territoires. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà eu une première étude qui a été menée en 2021 qui a permis de poser un premier cadre, notamment un état de l'art de l'agrivoltaïsme, 10 retours d'expérience sur des projets variés, une première définition qui a été largement reprise dans la loi APER, et notamment une première méthode d'évaluation qui était présentée en 3 étapes. Déjà l'évaluation des critères de qualification, que ce soit le service, la production agricole, les revenus durables, un gradient de classification dans lequel on pouvait déjà placer une première fois notre projet pour définir s'il avait un couplage d'intérêts ou non, et s'il pouvait être défini comme agrivoltaïsme, et également une évaluation de 7 critères d'attention qui sont aujourd'hui largement repris dans la loi. Donc cette première étude aujourd'hui est poursuivie par une deuxième, qui a démarré il y a 2 ans, qui a été nommée l'accompagnement à la méthode d'évaluation des projets agrivoltaïques, qui s'inscrit dans la continuité et qui vise à dresser un panorama dont je vais vous présenter le contenu, et outiller les parties prenantes de la filière pour un accompagnement vers des projets vertueux et favoriser leur appropriation au sein des territoires. Donc après, j'arrête cette longue introduction, mais juste pour vous dire que ces travaux, ils émanent évidemment d'une commande ministérielle, et ils ont permis de mettre autour de la table un certain nombre de parties prenantes, que ce soit les ministères, les services déconcentrés de l'État, les chambres d'agriculture, des représentants des syndicats professionnels de la filière, à la fois ENR, mais également du monde agricole, des développeurs et des exploitants, dont nous ne citerons pas les noms précisément pour des raisons d'RGPD, ou encore des coopératives agricoles, que ce soit à l'échelon régional comme national. Donc, sans plus attendre, je rentre dans les résultats. Et donc, on a conduit dans un premier temps un recensement dans 5 régions: la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, PACA, Bourgogne-Franche-Comté et enfin La Réunion. L'étude a pour but de caractériser ces projets sur terrain agricole et notamment d'identifier leur dynamique de déploiement en région. Donc, on a pu comptabiliser plus de 1600 projets
tout stade de maturité confondu. Il faut savoir que cette liste elle a été arrêtée en mai 2024 à peu près, après plus d'un an de recensement auprès de nombre de parties prenantes, que ce soit les services de l'État ou des développeurs pour les projets qui n'étaient pas encore déposés. Et donc ça a permis d'identifier 17,5 gigawatts crête de projets et 23 400 hectares, ce qui est quand même colossal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut voir en pôle ENR que plus de 9 projets sur 10 sont des projets PV sur terrain agricole. Donc on peut, sans prendre trop de risques, imaginer qu'aujourd'hui, on est presque à plus du double des projets qui sont aujourd'hui sur le territoire. Donc voilà, même si ces projets ne verront peut-être pas tous le jour, les 1600 qu'on a recensés, encore une fois, tout stade de maturité confondu, leur nombre témoigne d'une dynamique forte à accompagner et à encadrer, dynamique qu'on observe toujours. Focus sur l'Occitanie, alors c'est peut-être écrit en petit, mais je vais vous détailler. Voilà, on a compté 317 projets recensés, encore une fois, à mai 2024, dont 60 en exploitation. On peut identifier que le couplage production agricole, structure photovoltaïque les plus fréquents, déjà le premier, c'est centrale au sol, élevage ovin-viande. Le second, ça va être sur des serres maraîchères. Et le troisième, principalement sur le pourtour méditerranéen, ça va être des ombrières mobiles sur viticulture. Voilà, les projets sont majoritairement répartis sur les plaines de l'ex-Midi-Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen. Et donc, on peut en conclure que c'est principalement l'altitude qui est un des facteurs dominants pour cette dynamique, les zones de potentiel environnementaux et paysagers, ou encore le maillage des réseaux électriques, voilà, qui sont les principaux marqueurs de cette dynamique. Une fois qu'on a opéré ce recensement, on s'est attelé à réaliser un premier test de la méthode d'évaluation sur un échantillon représentatif, voilà, dans les 5 régions qui ont été déterminées. Donc la démarche de sélection elle a permis de retenir 10 projets par région, les plus représentatifs et diversifiés possibles, comme je l'ai dit, par rapport à la production agricole nationale, le type de structure solaire, la diversité des développeurs, on ne s'est pas attelé à avoir un seul développeur pour les 50 projets, et notamment une diversité sur les départements et les régions. Donc, la synthèse des résultats nationaux elle sera disponible dans un futur panorama national en cours d'élaboration, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que sur les 10 projets qui ont été retenus en Occitanie, dont 5 en élevage ovin, 2 en bovin allaitant, 2 en maraîchage et 1 en viticulture, donc une très grande majorité en élevage, et c'est bien ce qu'on a repéré dans le recensement. Aucun des 10 projets n'est porté par le même développeur, et aucun des 10 projets ne correspondait à un projet dit agrivoltaïque au sens de la loi APER. 3 étaient en couplage d'intérêts et 7 ni agrivoltaïque ni d'intérêt. Bon, de manière générale, c'est principalement le manque de données, comme on a pu le dire sur la table ronde précédente, manque de données adaptées qui n'a pas permis de quantifier, de justifier suffisamment de critères pour, et donc ça a constitué un frein à la conduite de l'évaluation. Donc ça s'explique notamment car ces projets étaient tous antérieurs à la parution de la loi APER. Donc ça c'est très important de le dire. Tous ces projets qui n'étaient donc pas agrivoltaïques avaient été déposés avant la loi APER. Les enseignements qu'on peut en tirer de ces lots régionaux, à la fois du recensement, mais également de ces premiers tests de la méthode, on note, comme indiqué précédemment et sur la table ronde précédente, et on va y revenir sûrement, les difficultés pour obtenir les données, que ce soit sur tous les projets, tout type de maturité confondue, on a toujours eu des difficultés sur ces données. Un manque de référentiel robuste face à une diversité des contextes. On y reviendra également, l'intérêt de pouvoir harmoniser une méthode, mais tout en prenant en compte des caractéristiques propres à chaque technologie, à chaque couplage. Un besoin de bien définir les besoins à la parcelle pour limiter le service apporté par l'installation. Et concernant l'outil d'évaluation, pour faire une transition vers la suite de la présentation, besoin qu'il soit simple, rapide et opérationnel. Donc la méthode doit tenir en compte de la diversité des projets et des spécificités territoriales. C'est vraiment ce qui en est le plus ressorti des enseignements. Et donc je passe la main à
ma collègue Céline Mel pour la suite. Juste, je rappelle que ce que je viens d'indiquer en 10 minutes, vous pouvez le retrouver en beaucoup plus détaillé sur 3 livrables, donc les 5 panoramas régionaux, des fascicules d'une centaine de pages à peu près, qui présentent de façon très détaillée comment a pu être réalisé le déploiement du photovoltaïque sur terrain agricole sur les 5 régions étudiées, 5 synthèses régionales de 8 pages et enfin 5 petites fiches visuelles qui reprennent de façon très synthétique tous ces travaux en 2 pages. Merci Adrien. Bonjour à tous. Oui. Donc moi j'ai l'impression qu'il ne marche pas leur micro. Mais... donc moi je vais vous présenter effectivement la phase plus opérationnelle. Donc c'est la suite de cette étude. L'objectif c'était donc de proposer une méthode d'évaluation de projet. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé donc tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui le défi actuel c'est qu'on a près de 80%, c'est le terme, enfin le chiffre qui revient régulièrement, 80% des projets agrivoltaïques qui sont refusés donc en CDPENAF et rejetés donc par les territoires. Donc pourquoi ces projets sont souvent rejetés ? Alors, il y a bien sûr les aspects de contraintes réglementaires, ça on en est tous bien conscients puisqu'on l'a dit, on est sur une réglementation qui est assez complexe à valider ou en tout cas à justifier. Mais il n'y a pas que ça, puisque dans les territoires, il y a aussi d'autres enjeux qui deviennent vraiment fondamentaux à traiter et en tout cas à cerner, qui sont tout ce qui va être donc l'appropriation territoriale, les aspects paysagers, les aspects environnementaux, le partage de la valeur, la gouvernance du projet, etc., qui ne sont pas donc stricto sensu dans la réglementation agri-PV, mais qui viennent effectivement poser question et potentiellement donc remettre en cause ces projets. Donc, à quoi sert finalement la méthode qu'on propose et les outils qu'on a développés ? L'idée, c'est effectivement de transformer tout ça en levier de réussite. Parce que ce qui revient souvent de la part des porteurs de projets, c'est que cette méthode d'évaluation est plutôt vue comme une contrainte. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que au contraire, on n'est pas sur une méthode qui vient contraindre la conception des projets, on est plutôt sur une méthode qui vient accompagner et aider à faire progresser la conception des projets. Parce qu'aujourd'hui, le problème est déjà là, que les projets sont rejetés et donc n'aboutissent pas. Donc, ce qui a été fait, c'est de travailler à une méthode la plus opérationnelle, exhaustive et la plus facile, sachant que vous en êtes tous au courant, le sujet est extrêmement compliqué parce que l'agrivoltaïsme regarde énormément de facettes thématiques différentes et donc atteindre quelque chose qui soit aussi simple qu'un oui-non et un check sur une seule page A4, c'est impossible. Donc l'objectif là, c'est d'aligner finalement d'une part les ambitions de la filière agrivoltaïque avec les attentes réglementaires et les attentes locales. Et tout ça dans quel objectif ? C'est dans l'objectif justement d'aider à déployer la filière, parce qu'aujourd'hui, la filière elle est un petit peu coincée. Et ce qu'on souhaite également, et on y reviendra après, c'est donner une visibilité justement aux bonnes pratiques et aux projets exemplaires qui vont justement essayer d'aller plus loin, on va dire, que la réglementation. Donc, à quoi on a abouti aujourd'hui ? Donc, on a abouti à ce qu'on a appelé la méthode palier. Donc, palier pour projet agrivoltaïque légitime, intégré au territoire, exemplaire et réussi. Et c'est tout ce qu'on souhaite en fait pour la filière. Et ce que je disais déjà donc, dans la table ronde précédente, c'est qu'aujourd'hui, la question qui remonte des territoires au travers de tous les travaux qu'on a menés, c'est pas est-ce que le projet qui m'est présenté, il est conforme réglementairement parlant, c'est est-ce que ce projet finalement il est vertueux, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est résilient dans la durée, est-ce que si ça change demain en termes d'exploitation, en termes de production agricole, qu'est-ce qui va se passer ? Et est-ce qu'il est désirable pour mon territoire ? Est-ce qu'il s'intègre finalement à mes spécificités territoriales ? Donc à quoi sert la méthode ? Et c'est ce que j'ai mis sur la gauche. Alors je mesure que c'est peut-être un peu compliqué à lire pour vous, mais il y a plusieurs objectifs pour ça. C'est d'une part, bien entendu, dérisquer finalement tous les enjeux qui gravitent autour du projet agrivoltaïque, crédibiliser le projet en montrant le travail que les porteurs de projets mènent en fait pour concevoir ces projets-là, faciliter l'appropriation territoriale parce que l'un dans l'autre, si cette méthode elle est utilisée par tout un chacun, finalement ça crée un cadre de langage commun qui permet d'échanger, on va dire, sereinement sur les mêmes bases, sur les mêmes enjeux, sur les mêmes attentes. Et bien entendu, l'objectif, c'est aussi d'accélérer. Parce que si finalement, on est tous d'accord pour dire que mon projet doit être conforme sur le plan réglementaire, et si en plus, je peux faire mieux pour assurer qu'il est approprié au territoire, l'un dans l'autre, forcément, ça va aider en fait au déploiement.
Et enfin, valoriser aussi, parce qu'il y a aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, deux outils, un outil simplifié, un outil complet. Et dans l'outil complet, on propose aussi de démarquer entre guillemets le projet dès lors qu'il y a des bonnes pratiques exemplaires qui sont mises en place. Donc, on a deux outils très clairement qui sont arrivés à la suite de tous ces travaux-là. Un premier qui s'appelle donc Palier Progression, qui est l'outil, en tout cas la méthode la plus complète possible, la plus exhaustive, qui va regarder tous les enjeux. Et ça, cet outil-là, il est à destination des porteurs de projets, des bureaux d'études, des personnes qui vont accompagner en fait la conception du projet, les organismes conseils, etc., dans l'objectif en fait de faire progresser le projet, d'où son nom. Palier progression, on va progresser d'un palier à un autre. Donc, on essaye de sécuriser la faisabilité du projet et on vise l'exemplarité parce qu'on vise finalement la progression dans la qualité. La méthode palier essentiel, elle est plutôt à destination des personnes qui vont devoir analyser un projet très rapidement. Donc on pense bien sûr aux services déconcentrés de l'État, les DDT, mais aussi on pense au CDPNAF, on peut penser aussi aux chambres d'agriculture, on peut penser aux collectivités, on peut penser à tout un tas de personnes qui, pour le coup, eux, doivent porter un avis très rapide. Dans ce cadre-là, on est sur une méthode donc extrêmement simplifiée, qui a la même colonne vertébrale que la méthode complète. Et là, l'idée, c'est d'aller identifier très vite les forces du projet et les points de vigilance. Donc, en quoi consiste cette méthode? C'est une méthode qui est issue donc de 2 ans de travaux, qui est très proche du terrain, puisqu'on a eu des travaux dans 5 régions, Adrien en a parlé juste avant. On a eu aussi une forte concertation des parties prenantes et on a travaillé avec beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'approches différentes, de métiers différents et d'expertises différentes. Et tout ça nous a amené à une approche qui est systémique, donc une approche qui va regarder tous les enjeux thématiques d'un projet. Et parce qu'on sait que c'est compliqué, on sait que la réglementation est déjà compliquée, notre objectif, ce n'était pas de bloquer les projets, c'était au contraire de proposer une approche modulaire. Donc on est sur une méthode par palier, et c'est pour ça qu'on l'a aussi intitulé palier, pour qu'on comprenne bien que l'objectif, c'est d'augmenter pas par pas, effectivement, la qualité de son projet. Et donc, dans ce cadre-là, on a 6 critères d'analyse que vous voyez ici, qui sont ensuite déclinés en indicateurs plus ou moins importants, que ce soit dans l'outil simplifié ou dans l'outil complet, et plus ou moins finement aussi pour les différents niveaux de progression. Voilà. Donc ici, vous avez un peu un différentiel, j'ai envie de dire, entre les deux méthodes. Donc la méthode complète qu'on a intitulée donc palier progression, l'objectif, c'est d'avoir une appréciation très détaillée du projet. L'objectif, c'est bien de progresser pour faire améliorer le projet. Et dans ce cadre-là, on a 3 paliers. On a un palier conforme, donc là, qui va regarder exclusivement la conformité réglementaire. On a ensuite un palier qu'on a intitulé un palier robuste qui, lui, vient conforter, j'ai envie de dire, le palier réglementaire. Donc, le sens de robuste, c'est vraiment d'assurer la solidité du projet. Donc, on n'est pas juste sur cette conformité, on vient encore, effectivement, confirmer qu'on est sur quelque chose de solide, de sérieux, qui vient améliorer les enjeux. Et enfin, on a un palier qu'on a appelé exemplaire, où là, on va identifier des bonnes pratiques qui peuvent être remplies, par exemple, par le projet, ou non d'ailleurs, parce qu'on est sur un palier exemplaire. Dans ces critères-là, donc il y a toujours les 6 critères, ici, on va avoir environ 10 indicateurs par critère. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, cette méthode, elle se décline plutôt pour donc, les porteurs de projets et les bureaux d'études. Et l'objectif, c'est vraiment de crédibiliser le projet et de se démarquer en fait, en ayant travaillé du coup, son projet de cette manière-là. Ensuite, la méthode palier essentiel, là, elle va plutôt s'adresser aux gens qui vont analyser le projet. Donc là, on est sur une appréciation rapide et on va pointer les enjeux fondamentaux des projets agrivoltaïques. On n'a qu'un seul palier simplifié, puisque là, on est sur quelque chose de rapide. Et pour le coup, tout à l'heure, on avait 10 indicateurs. Là, on va plutôt être à 5 indicateurs maximum par critère. Sur cette méthode-là, on est sur un peu comme une grille, en fait, sur des pages Word, où on va venir cocher oui, non, j'ai répondu à telle question, oui, non, c'est OK, pas OK, etc. Il n'y a pas de cheminement, on va dire, complexe. C'est quelque chose qui se déroule de façon très simplifiée. Et là, l'objectif, c'est vraiment de qualifier rapidement le projet AgriPV, de s'assurer qu'il est conforme et de regarder si, effectivement, certains autres indicateurs des enjeux ont aussi été respectés. J'ai toujours un problème avec la zapette, excusez-moi. Je ne veux plus y penser. Voilà.
Et donc là, c'est juste pour rappeler ce que je viens de dire, mais également savoir qu'on va faire accompagner en fait ces deux outils-là par un guide opérationnel. Le guide opérationnel, l'objectif, c'est d'expliquer la méthode pas à pas, parce que l'outil essentiel est assez simple d'utilisation, c'est quelques pages, et finalement, il tient tout seul de lui-même, j'ai envie de dire. Quand vous allez le voir, vous voyez les questions, il n'y a pas besoin de se poser véritablement des nœuds au cerveau pour comprendre où on veut en venir. Par contre, dans la méthode palier progression, où là, on va rentrer dans le détail de l'analyse d'un projet, on a ce guide qui va permettre d'identifier finalement vers où on veut guider, vers où on veut faire progresser le porteur de projet dans chacune des thématiques, dans chacun des critères et dans chacun des indicateurs. Et on va également produire ce qu'on a appelé une trame de documents de justification. Là, c'est aussi pour aider finalement les porteurs de projets à savoir à quel endroit ou dans quelle étude ou dans quel document on peut avoir la valeur ou la justification ou le point qui est nécessaire pour justifier un indicateur. Donc tout ça crée finalement un espèce de cercle, comme vous le voyez ici, qui s'auto-alimente finalement entre la méthode simplifiée, la méthode complète, la trame de justification et le guide opérationnel. Et tout ça se base vraiment sur la même structure d'enjeux, on va dire, thématiques. Je ne sais pas où je dois pointer pour avancer. Voilà. Et alors, pour parler également d'autre chose, donc on travaille aussi sur une phase de suivi. Donc là, ce dont je parlais juste avant, c'est une méthode qui est plutôt sur l'aide à la conception de projet, l'aide à l'analyse des projets pour s'assurer qu'on est bien sur des projets agrivoltaïques et qu'on va avoir effectivement une appropriation territoriale favorisée. Mais là, on a aussi un outil qu'on est en train de mettre en place, donc, qui est l'Observatoire national de l'agrivoltaïsme. On en a parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de collecter les retours d'expérience de la filière, de collecter les retours d'expérience de tous les projets et d'enrichir comme ça les connaissances et structurer la filière. Donc, pourquoi un observatoire? C'est en fait une mission qui nous a été confiée par la loi APER. Dans la loi APER donc, de 2023, il a été écrit qu'une mission de suivi statistique des installations agrivoltaïques était confiée à l'ADEME, sans forcément expliquer par quels moyens. Donc clairement, ensuite, il y a eu le décret, l'arrêté, qui a explicité également qu'il y avait des transmissions d'informations annuelles de la part des porteurs de projets, qu'il devait y avoir ensuite la constitution d'une liste de technologies éprouvées. Et tout ça nous a amené effectivement à nous dire, finalement, une entité de type observatoire serait particulièrement bien trouvée parce que ça va permettre de récupérer les données, de rendre compte finalement de ce qu'on aura pu analyser et comme ça d'alimenter effectivement les connaissances de la filière. Donc, à quoi va servir cet observatoire? Premièrement, bien sûr, à centraliser les données. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a assez peu de centralisation de données. Ça va être l'objectif majeur de l'observatoire. Et là, on parle de centraliser des données réglementaires, mais aussi des données volontaires. Donc, typiquement, si dans l'assistance, vous avez des données de projets agrivoltaïques, de projets de recherche, d'expérimentateurs, vous n'hésitez pas à nous contacter parce que l'objectif, c'est aussi de l'alimenter le plus possible parce que le temps est long dans l'agriculture, le temps est long sur la pousse effectivement des cultures pérennes. Donc, on a besoin le plus possible de données pour faciliter finalement l'apprentissage de cette filière-là. En deux, bien sûr, c'est mettre à disposition ensuite des indicateurs sur la base des données qu'on aura collectées, parce qu'il va y avoir des analyses et un suivi de chacun des projets. Et tout ça va nous permettre aussi d'alimenter la définition des fameuses technologies éprouvées, puisque ça doit aussi permettre d'améliorer le déploiement des projets agrivoltaïques. Et ensuite, on aura tout un travail aussi d'information, d'animation, de partage de données, d'animation d'acteurs, de formation, etc. et de structuration dans sa globalité de la filière pour mettre en avant les bonnes pratiques, montrer ce qui fonctionne et accompagner donc l'élaboration des politiques publiques. Et puis, bien sûr, la gouvernance va être partagée sur cet observatoire. On a une comitologie assez importante pour pouvoir permettre un ancrage dans la filière. Donc, il y aura bien sûr un comité stratégique avec les ministères, puisque, comme je disais, la mission est confiée donc, par la loi et donc par l'État. Il y aura aussi un comité scientifique avec des experts qui ont été sélectionnés et qui permettent aussi d'alimenter en données scientifiques. Un comité des partenaires qui sera là pour être consulté et apporter également des éléments d'information. Et ensuite, bien sûr, le pilotage coordination côté ADEME. Et on a également des personnes en tant que prestataires qui vont nous aider à faire avancer tout ça.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cet observatoire, il a déjà une plateforme Internet qui est en ligne, donc sur observatoire, j'ai oublié, -6 agrivoltaïsme@adem.fr, c'est ça, qui vous permet donc notamment d'atteindre donc cette carte interactive des installations agrivoltaïques. Alors aujourd'hui, forcément, il n'y a pas beaucoup d'installations agrivoltaïques au sens de la loi APR, donc on a quand même alimenté la carte de toutes les installations qui sont autorisées et en exploitation, mais qui sont effectivement essentiellement des installations pré-APR ou des démonstrateurs expérimentaux. Mais déjà, ça peut vous donner une idée de ce qui existe donc en France métropolitaine comme en territoire insulaire. Là, on ne le voit pas, mais il y en a aussi, avec le type de production, le type d'installation, etc. Et qui vous donne déjà quelques indicateurs. Et dernière petite slide pour moi. Vous avez donc effectivement 176 installations pré-APR, dont 121 en exploitation, qui sont sur le site. Alors là, c'est les données au 30 octobre. Je pense que ça a dû évoluer depuis. Donc une seule installation au sens de la loi APR, 41 démonstrateurs et le tout donc pour environ 2,2 gigawatts aujourd'hui sur ce site internet. Et bien entendu, s'il y a d'autres installations, vous pourrez nous en faire part si vous en avez. Et je cède la parole à Marion. Bonjour. La dure mission m'est choix de clôturer la dernière partie de la dernière table ronde. J'espère que vous êtes bien encore avec nous. Donc, moi, je vais vous présenter les générateurs. La présentation a commencé sur le constat qu'il y a quand même beaucoup de projets qui tombent sur le chemin et qu'il y a aussi des défis d'acceptabilité dans les territoires. Donc, dans ce cadre-là, pour à la fois travailler la montée en puissance de tout ce qui est énergie renouvelable et aussi la meilleure appropriation par les territoires, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle les générateurs. Donc, il y a un dispositif cofinancé par l'ADEME et la région Occitanie et qui est mis en œuvre conjointement à la fois par l'AREC Occitanie et Claire Occitanie, donc plus sur les aspects projets citoyens, et les différents syndicats départementaux d'énergie. Donc c'est un réseau de conseillers à destination des collectivités avec pour mission, alors moi aussi je vais me retrouver avec la difficulté, alors juste c'est un réseau régional qui a des homologues, je pense qu'il n'y a pas que des acteurs d'Occitanie dans la salle, qui a des homologues dans les autres régions françaises. Hop. Avec des conseillers. Alors, le rôle des conseillers, c'était là où je voulais en venir. Donc, le rôle des conseillers, il est double. Il y a un premier défi au niveau des territoires, c'est l'acculturation et la compréhension des dynamiques ENR. Donc, c'est un réseau qui est focalisé sur les ENR électriques. Et ce rôle de sensibilisation, il s'organise de deux façons, à la fois avec des visites d'installation, y compris avec des visites d'installation agrivoltaïque, mais sur un panel plus large d'installations, et des webinaires thématiques qui permettent en fait de traiter des sujets d'intérêt pour les collectivités, de s'y retrouver plus facilement. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle sensibilisation. Par ailleurs, à l'échelle, on va dire, plutôt projet ou individuel, les collectivités peuvent solliciter ce réseau et les conseiller pour disposer d'un coup de pouce, donc d'un conseil de, on va dire, de premier niveau, de l'ordre de quelques jours de travail, qui peut porter à la fois sur la question du montage d'un projet, sur de l'appui pour de la concertation, sur des points sur le portage et le montage juridique, sur le fait de nourrir un petit peu la réflexion avec des retours d'expérience. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel le réseau est très sollicité. Alors peut-être juste pour revenir sur l'agrivoltaïsme, pour faire un petit peu écho avec les outils qui ont été présentés auparavant. Clairement, les collectivités, elles ont un rôle, elles n'ont pas de rôle dans l'instruction, elles sont consultées, mais ça se joue plutôt au niveau de la DDT. Mais néanmoins, c'est des projets qui interpellent beaucoup sur les territoires. Et dans le cadre du réseau Les Générateurs, on est interpellé à ce jour davantage déjà sur la compréhension du cadre juridique, du cadre réglementaire. Les territoires ont du mal à comprendre ce cadre très complexe. Donc on est
à ce stade beaucoup sur la vulgarisation et la compréhension des enjeux du cadre réglementaire. Et voilà, le coup de pouce à l'échelle des projets reste encore modeste à ce jour, mais c'est vrai que des outils d'appréciation tels qu'ont été proposés par l'ADEME, ça répond aussi à ce besoin d'avoir un référentiel d'appréciation qu'on peut partager entre acteurs et qui est suffisamment accessible pour les acteurs des territoires aussi, sans rentrer dans la technicité des dizaines, voire d'indicateurs. On va rester sur le palier essentiel pour les collectivités. Mais voilà, ça a du rôle aussi pour créer du dialogue autour des projets et favoriser une meilleure appropriation et une meilleure acceptation sur tous ces projets agrivoltaïques qui arrivent sur les territoires. Merci Marion, merci Céline. Donc du coup, c'est vrai qu'on a essayé de condenser au maximum cette présentation, déjà pour vous apporter le maximum d'informations, je l'espère, le plus inédites possible, et également les accompagnements qui sont proposés sur les territoires sur ces thématiques. Et donc on a également souhaité condenser ces données pour pouvoir laisser un large temps, une large place aux questions-réponses. Donc on n'a pas de flashcode à vous proposer en termes de FAQ, mais voilà, on souhaite faire tourner un micro pour toutes celles et ceux qui auront des questions. Donc si on peut avoir peut-être un soutien de la régie sur le... Moi, je peux passer le micro si tu veux. Okay. Est-ce que vous avez des questions ? Que ce soit sur la méthode, que ce soit sur l'accompagnement les générateurs. Voilà, toujours difficile de se lancer en premier. Voilà, oui. Vous m'entendez ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos exposés, c'était très intéressant. Moi je me demandais dans quelle mesure il y avait une planification, alors peut-être à l'échelle de la région ou des territoires au niveau national. Ah pardon, je suis Marie Rabansky, directrice de recherche au CIRAD. Donc je me demandais dans quelle mesure il y avait une planification à l'échelle des territoires, de la région ou même à l'échelle nationale qui viendrait réguler, encadrer, limiter le nombre de projets agrivoltaïques qui pourraient être développés. Merci. Alors, je vais tenter une réponse, mais moi, je ne suis pas service de l'État. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas effectivement de planification, ou en tout cas de régionalisation prévue de l'agrivoltaïsme. Alors, il a été question, effectivement, dans les documents de concertation de la PPE, où on parlait de l'agrivoltaïsme, mais déjà, à ce moment-là, il n'était pas mentionné de répartition de l'agrivoltaïsme en soi. Donc, c'était noyé, entre guillemets, dans le photovoltaïque au sol. Par contre, ce qui peut être un élément de réponse à vous apporter en connaissance, c'est que certaines régions se posent cette question-là. Et typiquement, dans les 5 régions d'études, il y avait aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Et la région Nouvelle-Aquitaine était très intéressée d'avoir le panorama et donc le recensement des projets pour essayer aussi de se positionner sur qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce que nous, on souhaite finalement avoir et comment on peut justement réguler ça via une stratégie territoriale. Alors, cette stratégie n'est pas sortie et je n'ai pas d'éléments d'information autres, mais en tout cas, on a eu des échanges avec eux à ce moment-là parce que ça les intéressait beaucoup pour pouvoir proposer effectivement une stratégie territoriale. Donc, c'est des choses qui sont réfléchies du coup en interne État. Je n'ai pas plus d'éléments à vous apporter. Est-ce que je peux juste compléter Alors, je ne suis pas l'État non plus, donc, mais effectivement, il y a la planification énergétique et la perspective, si ça se passe, c'est qu'il y ait une régionalisation, mais qui ne donnera pas de détails sur l'agrivoltaïsme. Après, il y a la planification de l'urbanisme, qui peut être aussi un outil pour certains territoires de définir, mais ça, c'est à l'échelle des planifications plutôt collectivités. Voilà, il y a des démarches de certaines collectivités sur le plan de l'urbanisme pour essayer de donner une planification dans quelle zone ils envisagent des énergies renouvelables, qui est un autre levier de planification. D'autres questions ? Une par ici. Bonjour, Alizé Loiseau d'AgroSolutions. Moi, j'ai une petite question plutôt sur la partie observatoire. Donc, on sait qu'il y a les premiers sites qui commencent à être construits.
Ils vont devoir vous envoyer des données tous les ans. Aujourd'hui, quelle forme elle va prendre cette remontée des données? Il me semble que vous avez prévu que ça puisse être fait potentiellement en ligne. Ça, à quelle échéance ce sera fait? Et enfin, je sais qu'on est en train de travailler dessus, qu'on travaille dessus la semaine prochaine, mais du coup, en termes de données attendues aussi, à quelle échéance est-ce que les porteurs de projets ils sauront exactement quelle est la liste de données qu'ils devront envoyer? Oui, alors je souris parce que ma collègue qui est juste devant est en charge de l'observatoire, donc je me fais un peu le relais, mais vous pourrez changer. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, donc c'est un sujet sur lequel ma collègue, donc Rachel Baudry de l'ADEME, travaille essentiellement. C'est vrai que là, on est un peu sur une course de comment effectivement définir les données les plus pertinentes sans demander non plus une montagne de données, parce qu'on se doute que ça va être très compliqué. Donc il y a des ateliers de travail qui sont en train de se monter, et d'ailleurs je crois qu'il y en a un la semaine prochaine, où on concerte justement différentes parties prenantes pour déjà savoir quelles sont les données entre guillemets existantes de base dans les suivis ou en tout cas dans les projets qui se montent actuellement, et de savoir déjà à partir de ces données de base, est-ce qu'on peut atteindre des indicateurs, comme je disais dans l'observatoire, qui pourront être utiles et pertinents pour le suivi de la filière, et est-ce qu'on a besoin d'autres données ou d'aller dans le détail d'une donnée en particulier avec une fréquence peut-être plus élevée à un moment parce qu'on se rend compte que c'est un indicateur extrêmement pertinent. Donc tout ça, c'est en train d'être travaillé, que ce soit avec ces fameux groupes de travail ou que ce soit aussi avec le comité scientifique dont je parlais tout à l'heure. Donc on essaye un peu de croiser les regards, que ce soit de la recherche, du développement de projets, pour atteindre, on va dire, un équilibre entre on a besoin de données, mais il n'en faut pas non plus 1 milliard, parce que sinon ça va être très compliqué pour les porteurs de projets, mais même pour nous, parce que recevoir effectivement beaucoup de données, ça va être très compliqué à gérer. Et comme vous le disiez, c'est vrai que l'objectif, c'est aussi de simplifier la collecte de données en passant par un mode informatisé, et de collecter, même si c'est possible, des données existantes dans d'autres endroits, dans d'autres sites qu'on pourrait récupérer pour éviter une double saisie. Donc voilà, il y a tout ce travail qui est non seulement, on va dire, scientifique, mais aussi opérationnel et méthodologique, et qui prend un petit peu de temps. Donc c'est clair qu'on ne va pas sortir la liste des données demain, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Bonjour, Rassim El Ghazi, EDF Power Solutions. Et donc ma question portait sur la valorisation et le partage de la valeur. C'était pour savoir qu'est-ce que vous considérez comme valorisant et exemplaire sur ces sujets-là, puisqu'on reçoit des données et des avis un peu différents, voire contradictoires de la part de pas mal d'acteurs du domaine. Oui, alors c'est un très très gros sujet, le partage de la valeur, surtout que ça renferme tout un tas de notions différentes, parce que quand on parle de partage de la valeur, on peut parler du partage de la valeur du projet, on peut parler du partage de la valeur au niveau territorial. Donc il y a effectivement vraiment une thématique assez large. Nous, dans la méthode, finalement, on ne parle plus de partage de la valeur, parce qu'on s'est rendu compte que ça posait question, voire ça crispait. Donc on est plutôt sur une notion de partage des responsabilités. L'idée étant de poser des questions sur quelle est la gouvernance du projet. Est-ce que l'agriculteur, il est au cœur du projet? Est-ce qu'il participe en termes d'investissement? Est-ce qu'il est dans le capital? Est-ce qu'on lui a même donné l'opportunité de participer au capital du projet? Donc ça, c'est déjà une première chose. Si tel est le cas, à quel montant et quelle est finalement sa rétribution dans ce cadre-là? Et de la même façon, pour tout ce qui va être partage au niveau territorial, c'est quelles sont les retombées financières, mais aussi quelles sont les retombées même pédagogiques ou de sensibilisation ou d'amélioration des pratiques agricoles, du contexte agricole, des filières agricoles. Il y a beaucoup de sujets. Et c'est vrai que finalement, on l'a, nous, en tout cas, un petit peu dispatché dans nos différents critères. Alors, on n'impose jamais vraiment quelque chose, nous, dans la méthode. On est vraiment là plus pour alerter sur les risques, montrer les enjeux et peut-être plus guider justement vers ce qui nous semble être intéressant. Mais on ne va pas imposer en disant il faut rétribuer l'exploitant agricole à telle hauteur et il faut rétribuer le propriétaire à telle hauteur. Ça ne fait pas partie de notre méthode. Nous, on est plutôt là pour dire, est-ce que ces éléments-là ont été considérés? Qu'est-ce qui a été proposé? Et est-ce que finalement, l'un dans l'autre, tout ça semble cohérent? Voilà.
N'hésitez pas, hein. On est là pour vous répondre. Bonjour, Xavier Leroux, Rainer Énergie. Vous avez parlé de livrables. Où c'est qu'on peut les trouver? Sur la librairie ADEME. Donc vous tapez études agrivoltaïques ADEME, librairie, et vous tomberez directement dessus. Ou également sur l'observatoire de l'agrivoltaïsme, vous avez un onglet bibliographie, Ok. je puis dire, ou en tout cas voilà, librairie de l'observatoire, où vous avez également toutes les revues ou les autres réalisations qui ont pu être faites sur le sujet par l'ADEME. Ok, Et merci. notamment même des vidéos retour d'expérience. Voilà. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions, sauf si quelqu'un veut encore se manifester. Dans tous les cas, sachez que voilà, on est encore là pendant quelques minutes, voire quelques petites heures sur le stand de l'ADEME au hall B. Donc n'hésitez pas à venir nous voir directement si vous voilà, souhaitez discuter davantage de ce sujet avant la fin du salon. En tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.